Bonjour et bienvenue au webinaire de Factura sur comment Centris a transformé son BI avec Azure. Donc, merci beaucoup d'être là ce matin. Votre participation, c'est très apprécié avec cette belle journée, avec cette belle neige blanche. Donc, nous sommes toujours ravis de constater que nos formules de webinaire sont toujours appréciées. Donc, merci d'être là ce matin. Mon nom est André Deblois. Et pour les 50 prochaines minutes, je serai le modérateur du webinaire. Juste avant, je vais peut-être vous présenter dans un premier temps nos prochains événements. En fait, comme vous le savez, on tient régulièrement des événements, plusieurs mêmes événements par mois. Donc, pour la formule des webinaires, notre dernier webinaire de l'année 2020, quelle année d'ailleurs, sera le 16 décembre prochain et ça sera sur les techniques ou des moyens ou des recommandations pour améliorer l'adhésion des utilisateurs de Power BI. Donc, on va avoir aussi un collaborateur qui travaille chez CA depuis une douzaine d'années et j'ai nommé Philippe Lahaye. Philippe, donc, dans l'équipe BI de CA, est impliqué activement là, dans le groupe aussi de Power BI de Microsoft, Microsoft Power BI User Group, que je pourrais dire. Fait que, donc, le 16 décembre, mettez ça à vos agendas. Et puis, je vous inviterai même, si vous voulez consulter les derniers événements que nous avons tenus, on en tient quand même régulièrement. Donc, vous pouvez toujours, pour connaître nos événements ou pour vous inscrire à nos événements, donc venir sur notre site web à la page Entrepôt. Donc, vous voyez tous les événements que nous allons tenir ou qu'on a tenus. Donc, les enregistrements sont disponibles à votre demande. Donc, tout ça, c'est gratuit, évidemment. Et donc, vous pouvez réécouter les multiples webinaires que nous avons faits là, dans le cours des dernières années. Là. On a quand même une bonne bibliothèque sur toujours les sujets des analytiques, la Power Platform, le nuage, les architectures, les démarches, les façons de faire. Donc, il y a beaucoup de matériel là, qui est disponible sur notre site web. Si vous voulez le consulter, donc, ou pour vous inscrire à nos événements, c'est une belle façon de connaître nos événements. Il y a aussi la page LinkedIn de Faction 1. Donc, si vous voulez aussi vous tenir à l'affût de nos prochains événements, vous pouvez toujours vous inscrire à notre page LinkedIn. Donc, ça vous permet de connaître les événements, puis d'avoir les liens pour les enregistrements et savoir qu'est-ce qui se passe de notre côté et qu'est-ce qu'on fait comme événement. Je voudrais aussi indiquer, avant d'aller plus loin, que ce webinaire, comme les autres webinaires, sont toujours enregistrés et qu'il sera accessible là, à partir de demain si vous désirez le partager. Vous aurez également accès à la présentation, donc le deck de slides que vous allez voir aujourd'hui. Donc, vous allez recevoir une copie de la présentation dès que le webinaire sera terminé. Nous vous enverrons un courriel avec les liens pour l'accès à l'enregistrement et à la présentation. J'aimerais aussi rappeler les questions de logistique pour l'événement d'aujourd'hui. Donc, c'est comme toujours, c'est un webinaire qui se veut interactif, dynamique. Donc, il est toujours possible de poser des questions. S'il vous plaît, utilisez la fenêtre prévue à cet effet. Là. Il y a une fenêtre questions. Écrivez vos questions. On va essayer de les prendre au fur et à mesure du webinaire si elles vraiment sont pertinentes au sujet qui est couvert. Ou sinon, on va garder certaines questions vers la fin, ou tout simplement, si on n'a pas le temps de répondre à la question pendant la session d'aujourd'hui, on va faire un suivi individuel par courriel sur les questions que vous allez nous poser. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Bon, j'aimerais juste présenter qui est Faction A, tout d'abord. Faction A, bon, c'est une escouade d'élite professionnels spécialisés dans les analytiques et pouvant intervenir dans toutes les activités de mise en place de solutions analytiques modernes. On est spécialisé dans la planification, l'architecture Azure, la modélisation de données, le développement de composants d'ingestion de données, le design et la construction de tableaux de bord Power BI. Faction A est spécialisée sur les technologies de Microsoft,
dont la plateforme, évidemment, d'analytique et décisionnelle de Microsoft, qui est toujours dominante selon les classifications de Gartner. Et nous sommes aussi spécialisés sur la Power Platform, donc notamment pour le développement d'applications avec Power Apps, et Power BI vient aussi avec la Power Platform aujourd'hui. Donc Power Apps, on fait de plus en plus de développement d'applications, soit pour complémenter les solutions analytiques qu'on développe, ou tout simplement pour avoir des nouvelles applications opérationnelles qui peuvent être livrées quand même relativement rapidement. On fait également des migrations vers les technologies de Microsoft, l'infonuagique Azure. On offre aussi le support et la gestion des solutions que nous développons. Donc, Faction A détient la belle distinction de Microsoft, qui est le Gold Data Analytics Partner, donc la plus haute distinction. Et à notre connaissance, on est comme les seuls au Québec, la firme spécialisée dans les technologies Microsoft pour les décisionnels, avec une distinction de ce genre. Donc, depuis 2016, Faction A est partenaire de Microsoft. Donc, Faction A possède l'expertise et le savoir-faire et est grandement apprécié de sa clientèle pour la qualité de ses services. Vous voulez en savoir plus, n'hésitez jamais à nous contacter. Pour le webinaire d'aujourd'hui, évidemment, quand vient le temps de moderniser les solutions analytiques, il y a eu beaucoup de décisions à prendre, puis des choix, faire des bons choix, c'est impératif pour le passage vers des solutions analytiques modernes et souvent, parce que de facto aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'infonuagique qui soutient toutes les applications analytiques. Donc, avec l'objectif qu'on s'est donné aujourd'hui pour la thématique d'aujourd'hui, on va avoir une expérience client vécue par Centris. Donc, vous apprendrez d'une part qui est Centris, que fait Centris. Vous aurez aussi également droit au contexte technologique et les raisons qui ont amené Centris à moderniser son écosystème analytique. Vous entendrez aussi les éléments rationnels, le parcours ayant guidé les décisions du passage vers une solution analytique moderne. Et vous entendrez aussi, on a un partage, on aura une exposition des différents bénéfices qui ont été réalisés là, par Centris. Donc, c'est quand même intéressant. Et c'est la première fois, je tiens à souligner, qu'on a une expérience d'un client vécu. Donc, c'est tout à fait intéressant aujourd'hui comme thématique. Donc, je vais juste passer rapidement à travers l'agenda. Donc, l'agenda, aujourd'hui, après l'introduction, on va avoir une présentation de qui est Centris. On va voir aussi le contexte d'affaires du BI, donc certains codes d'utilisation de l'intelligence d'affaires chez Centris. Et après coup, bon, on a préparé du matériel, mais l'idée, c'est d'avoir un échange et discussion avec notre invité spécial et notre collègue de travail également, qui sont partis, que je vous présenterai juste après. Mais l'idée, on a campé certains volets de discussion pour comprendre, bon, comment c'était avant, quelle approche qui a été utilisée ou préconisée pour la modernisation, la démarche de réalisation. On va parler de la cible technologique et quels facteurs qui ont été comme clés pour le succès de ce passage, puis quels bénéfices aujourd'hui Centris peut en tirer. Puis on va aussi entendre de la part de Centris la vision future du BI et peut-être aussi même au-delà du BI, au terme de ce qu'on peut faire aussi avec les données de plus en plus. À la fin, on tiendra la période de questions, mais comme je vous disais, si vous avez des questions tout au long du webinaire, on peut les prendre. Donc, ça se veut une discussion, ça se veut dynamique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout le long de l'événement, tout le long du webinaire. OK. Bon, introduction des présentateurs. Bon, pour notre webinaire, c'est vraiment agréable d'avoir un invité spécial, notamment de chez Centris. Donc, nous avons César Nassoui. Bonjour, César. On le voit. Bonjour. Bonjour, Android. Bonjour, tout le monde. Ça va bien? Oui. Oui. César est directeur exploitation et projets spéciaux en technologie de l'information chez Centris. Donc, César est diplômé d'une maîtrise
en informatique de l'École polytechnique de Montréal et est dans le domaine des technologies là, depuis une vingtaine d'années. César est avec Centris depuis 2006. Donc, il collabore activement à la transformation de Centris, d'un point de vue technologique notamment. Et donc, c'est avec un grand plaisir que tu sois là aujourd'hui, César. Merci beaucoup. Merci, André. On a aussi Michel Champion. Michel Champion de chez Factura. Donc, Michel Champion est un gestionnaire. Bonjour, Michel. Est-ce que tu es là, Michel? Est-ce qu'on t'entend? Je ne te vois pas, mais j'aimerais t'entendre. Michel? OK, je vais aller voir. OK, peut-être qu'il est sur mute. Je vais te démuter. Bon, self-muted. Michel, tu es sur mute, mais OK, peut-être que tu vas te démuter. Donc, Michel est gestionnaire. Je suis là. Oh! Bonjour, bonjour. Excusez-moi. Salut, Michel. Vive la technologie. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Michel est gestionnaire de projet, donc chevronné chez Factura depuis plus d'une quinzaine d'années, je dirais. Michel, quand même, tu as été impliqué. Oui, à peu près. Tu as été impliqué comme gestionnaire sur de multiples projets, là, de grande envergure, moyenne envergure, dans plusieurs domaines d'affaires également. Et ça a toujours été des projets là, couronnés de succès. Donc, merci à toi, Michel, d'être là aujourd'hui. C'est apprécié. Avec plaisir. Merci. Moi, je ne me présenterai pas, mais avec moi, ça fait quasiment 80 années d'expérience autour de la table. On s'en va là-dessus. Je me sens jeune, André. Juste avant d'aller à la présentation de Centris et aux différents volets de discussion pour le panel de discussion, j'aimerais juste vous demander une petite question. Comme vous savez, j'aime toujours faire des petits sondages pendant l'événement. Donc, la question aujourd'hui, c'est connaissez-vous Centris? Fait que si vous pouvez comme répondre juste avec... on a 3 choix de réponse aujourd'hui. Pas vraiment, un peu, très bien. Donc, si vous pouvez comme répondre à une question, prendre quelques secondes pour répondre, ça va vous donner une idée. Bon, si vous connaissez, puis je pourrais partager les résultats comme je le fais toujours après que vous ayez répondu. Bon, OK, ça rentre bien, 70% des gens ont voté. Juste aussi une petite consigne là-dessus. Quand vous votez, vous devez voter quand l'écran n'est pas en plein écran. Donc, c'est une petite caractéristique là, capricieuse de GoToWebinar. Donc, si vous n'êtes pas en mode plein écran, vous pouvez cliquer un des 3 boutons. Fait que là, déjà, j'ai 87% des gens en moins d'une minute. Donc, je vous remercie beaucoup de vous être prêtés au jeu. Fait que je vais tout de suite fermer le sondage et je vais pouvoir présenter les résultats. Donc, ça va nous partager maintenant. Donc, vous allez voir un peu plus où ce qu'on en est. Donc, connaissez-vous Centris? 30%, on ne dit pas vraiment. Donc, OK, c'est quand même 1 sur 3. Un peu, 30%, et 41% connaissent très bien, mais j'imagine qu'ils veulent en savoir plus aujourd'hui sur Centris. C'est parfait. OK. Fait que sur ça, je vais cacher les résultats. Donc, et après coup, je vais passer la parole à César. Donc, César, j'aimerais donc, dans un premier temps, te demander d'adresser deux points qu'on avait à l'agenda. Dans un premier temps, présenter qui est Centris, donc, et par la suite, de nous parler du contexte de l'intelligence d'affaires chez Centris. Donc, si tu peux commencer là-dessus, si on a des questions. Bien sûr, mais j'ai vu déjà 41% des gens qui connaissent très bien Centris. Je devrais les connaître. Ça fait longtemps que je suis chez Centris. Bon, mais j'espère que je vais avoir quelques petites surprises pour vous aussi. Donc, Centris, qui est Centris? Mais c'est une compagnie en technologie, une équipe d'à peu près 45-50 personnes spécialisées en immobilier. Donc, vous voyez une photo qu'évidemment, vous allez reconnaître, il n'était pas pris cet été, hein? On n'a pas des masques. C'est l'équipe de Centris. Donc, on travaille dans le domaine immobilier. Un peu ce qu'on fait comme outil, qu'est-ce qu'on produit, c'est quoi qu'on travaille. Prochaine slide. Donc, on offre on est un coffre d'outils pour le secteur immobilier.
si vous avez passé par l'expérience d'achat-vente de maison, mais vous pouvez imaginer, vous avez travaillé avec un courtier immobilier, mais le courtier immobilier en arrière, lui, il faut que, si vous vendez votre maison, qu'il saisisse cette information. Je vais essayer de démystifier un petit peu les noms que vous voyez. On a à peu près 20-25 applications, services qu'on offre aux courtiers immobiliers. Puis si je garde saisi à la source, mais c'est là où le courtier avec lequel vous travaillez, il va rentrer l'information de votre maison qui est à vendre. Après ça, il va le partager dans le réseau. On gère vraiment le réseau de partage des courtiers immobiliers d'information. Donc, il faut qu'elle soit visible pour leurs collègues de puis des deux, mais ça va ramasser jusqu'à le volet le plus connu. Quand je dis, les gens, ils vont dire qu'ils connaissent Centris, j'espère qu'ils connaissent au moins centris.ca, hein, le site immobilier numéro 1 au Québec. Donc, on saisit cette information, il rentre dans notre base de données, puis on la distribue, puis on fait des différents services, on offre des différents services aux courtiers. Si on regarde, par exemple, les courtiers, ils vont avoir leur application, je dirais leur mini CRM, où ils vont garder l'information de tous leurs contacts potentiels ou passés. Quand je regarde Prospect, c'est un peu ça. Si on regarde Internet Home 75, c'est des documents électroniques, surtout dans la pandémie, ils ont été beaucoup utilisés. Hein. Ça fait longtemps que les formulaires électroniques sont utilisés si vous voulez signer un contrat de courtage, l'offre d'achat, tout ça, c'est un formulaire électronique, puis est signé avec AuthentiSign. Ça c'est des partenaires qu'on ajoute dans la transaction. Puis, évidemment, après ça, d'autres services pour les courtiers immobiliers pour faire leur travail. Donc, on est vraiment la pierre angulaire, l'engin en arrière de l'immobilier au Québec. Juste vous donner une idée, donc, toute information, toute donnée liée à l'immobilier par les courtiers immobiliers au Québec, ils rentrent chez Centris. Il est dans notre système. C'est nous qu'on le distribue à Remax via Capital, aux autres bannières qui sont dans la famille. Je ne veux pas nécessairement rentrer dans la structure de l'immobilier, mais vous comprenez que depuis 2008, Centris centralise toute l'information immobilière qui passe par les courtiers au Québec. Donc, ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'on fait pour qui qu'on travaille, mais ça va être encore plus précis pour la clientèle de Centris. Si on passe à la prochaine slide. Donc, on voit, nous, ce qu'on offre, encore une fois, le plus connu, c'est les portails immobiliers. Puis vous avez vu Centris.ca, vous le connaissez, mais c'est moins connu. Mais depuis 1 an et demi plus, mais on s'étend à l'extérieur du Québec. Ce que vous voyez, l'image, c'est on fait l'équivalent de Centris.ca, mais pour la Colombie-Britannique. Donc, on fait des portails immobiliers, étant donné que nous avons les données, mais on a été mandatés pour mettre ces portails en place par les associations. Je vais revenir tantôt. D'autres clients de Centris, mais vous imaginez, dans toutes ces transactions immobilières, il y a des joueurs qui sont intéressés à données immobilières. On va voir tantôt une quantité de données, qu'est-ce qu'on a comme données, puis qu'est-ce qu'on fait avec. Mais évidemment, par exemple, vous savez que si vous voulez vendre la maison, il y a une évaluation. Si vous voulez avoir une hypothèque, mais il y a encore une évaluation. Donc, on a des services qui gravitent autour de nous. Donc, comme les évaluateurs, les services financiers, les banques pour les hypothèques, les assurances. Donc, eux, ils utilisent et accèdent à la donnée immobilière. Donc, ils vont se connecter à nos systèmes. On a des services pour eux pour qu'ils puissent vous donner, par exemple, une hypothèque pour évaluer la maison. Donc, tout ça, c'est des services autour de l'immobilier qu'on sert. Mais je dirais le client le plus important, c'est les associations immobilières. Quand je parle des courtiers, mais nous, on s'adresse pas nécessairement directement aux courtiers, on passe à travers les associations immobilières. Au Québec, comme vous le savez, l'ancienne Chambre immobilière de Grand Montréal, qui depuis 2 ans, il a grandi, s'appelle l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. En fait, c'est notre plus gros client, c'est tous les courtiers, en fait, 92% des courtiers au Québec. Mais Centris travaille pour toutes les associations immobilières au Québec. Et récemment, comme je vous parlais tantôt, Colombie-Britannique, on a de bonnes relations avec la Colombie-Britannique, puis on regarde très bien pour travailler avec Toronto. Puis même en Europe, on regarde un peu, on a des initiatives, des bons prospects pour France, pour la Belgique. En tout cas, on s'étend, on sort un peu du Québec, puis c'est déjà fait en fait pour Canada, mais on essaie d'aller un peu plus grand. Donc, ça vous donne une idée de pour qui on travaille, à qui on offre tous ces services. C'est bon, César. Écoute, puis bravo pour l'expansion quand même, hein, c'est à l'extérieur.
Ben oui, on est fiers, justement. Même pour nous, c'était une nouveauté de pouvoir offrir tout ce qu'on offrait au Québec depuis 2008, de pouvoir l'offrir à l'extérieur. Puis ça a donné avec la Chambre de Vancouver, qui c'est un bon collaborateur qu'on connaît depuis un bout, de pouvoir mettre en place certaines choses. Puis c'est très excitant pour nous, des temps très, très intéressants. Bon, pour revenir, là, on va commencer à s'approcher un peu du BI, des données, mais qu'est-ce qu'on gère? Quand on parle des données immobilières, ça veut dire quoi? Mais dans notre système, on a à peu près 2 millions de ventes. Donc, ce qu'on enregistre, ben, c'est toutes les ventes. Donc, ça veut dire une maison, ben, puis je parle de maison, mais ça peut être propriété à revenu, puis ça va me donner un petit peu, je vais en parler un peu de la dimension des données là-dedans. Mais donc, à peu près 2000 transactions sur 2000 ventes depuis 92. Donc, quand que Centris s'était mis en place en 2008, mais on a intégré 5 systèmes qui existaient au Québec, partout au Québec, puis on a ramené toutes ces données-là pour avoir le plus d'historique possible. Ça vous donne une idée des transactions immobilières. Au Québec, en 2019, 157 000, je dirais cette année, puis ça donne à peu près 102 000 ventes. Évidemment, une maison est à vendre, pas tout se vend. Puis ça donne un peu le rapport d'une valeur à peu près de 32 milliards. C'est en 2019. Cette année, on a encore plus de ventes. C'est une année, malgré la pandémie, c'est une année record pour nous. Puis l'année n'est pas encore finie. Puis on a dépassé les 102, je pense autour de 108 que je voyais quand j'ai réfléchi les chiffres il y a 2 jours. Donc, ça va très bien, même s'il y a moins d'inscriptions sur le marché. Parce que si on regarde le nombre de propriétés à vendre actuellement, puis ceux que vous cherchez un maison, vous savez que le marché est assez serré. Quand je regarde 55 000, moi, j'ai déjà vu 110 000 propriétés à vendre. Donc, si vous vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de choix, oui, c'est vrai. On a déjà eu beaucoup plus que ça sur le marché. Donc, ça vous donne une idée de avec quoi qu'on travaille chez Centris. Puis, juste donner une autre dimension. Donc, quand on regarde une vente, une transaction, une entrée, si on veut, dans notre base de données, mais imaginez, pour une maison, il y a plusieurs champs qui décrivent la propriété. Puis, on parle de ce qui est le plus connu, le nombre de chambres, les dimensions des pièces, mais le type de fenestration, de toiture, le type de piscine. Mais ça donne à peu près un 150 champs par vente, si on veut, par enregistrement. Donc, ça fait une bonne quantité des données en soi, sans qu'on soit, je ne sais pas, Facebook, mais ça donne une bonne quantité de données à gérer, puis à utiliser, puis à exploiter. C'est bon. Ouais. Je vais avancer. Oui. Puis c'est ça, là, on rentre un peu plus dans l'intelligence d'affaires. Puis juste pour donner une idée pour vous placer, si vous suivez les nouvelles, ben, toutes les données statistiques sur l'immobilier qui sortent au Québec, que vous voyez à RDS, dans la presse, peu importe, mais ça sort de notre système. Quelque part, vous allez voir Powered by Centris, même s'ils sont présentés, notre client pour lequel on a mis en place le BI, c'est l'Association professionnelle des courtiers immobiliers que je parlais tantôt, puisque vous voyez la face visible, mais c'est les analystes de marché. Vous allez voir Charles Brandt. Dans le temps, il y avait déjà Paul Cardinal qui était plusieurs fois à RDS il y a un petit bout. On a Éric Lemieux, directeur adjoint de l'analyse de marché. Donc, ces gens-là, ils vont utiliser le BI pour sortir tout genre de rapport, puis c'est ça ce que j'explique un petit peu là, c'est des baromètres du marché. Ils analysent tous les temps, en fait, l'historique, puis essayent de donner les tendances. D'ailleurs, il y a un forum de l'immobilier, pour ceux qui sont plus intéressés, le 15 décembre, il y a un forum de l'immobilier que vous allez voir exactement ces gens-là qui utilisent exactement ce système pour donner un aperçu, mais en fait, de voir l'impact du COVID, puis donner un aperçu de où est-ce qu'on s'en va dans 2021. Donc, en gros, c'est du baromètre du marché, c'est un genre de rapport trimestriel qu'on sort, mais pour les courtiers qui peuvent utiliser, présenter à leurs clients, mais aussi pour tout joueur dans l'immobilier, voir qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois, mais évidemment, il y a tout l'historique là-dedans. Il y a évidemment des tableaux qui sont produits mensuellement, on corrige les données une fois par mois, en fait, à chaque jour, mais une fois par mois, on regroupe tout ça pour donner des tendances, voir un peu qu'est-ce qui s'est passé comparé avec les années d'avant. Encore une fois, toutes les statistiques que vous voyez à gauche, à droite, ça sort de ce système. Puis indicateur immobilier, mais je pense que vous êtes un peu habitué à entendre, mais le nombre de ventes, le prix médian, est-ce qu'il augmente celui de Montréal, des délais de vente, nombre de monnaie inventaire, tout ce que vous entendez lié avec l'immobilier, ça sort de ce système de BI. Puis quand je dirais les indicateurs,
ponctuels sont utilisés aussi. On a beaucoup d'appels. En fait, le département d'analyse de marché reçoit beaucoup d'appels des journalistes. Ça, ils reçoivent à chaque jour quasiment sur des différentes tendances. Comme je me rappelle le temps des inondations, mais on avait des appels pour dire OK, comment ça va les ventes à bord de l'eau cette année parce qu'il y a des inondations dans tel secteur. Donc, on reçoit des demandes pointues. Puis c'est le système BI en arrière qui est utilisé pour donner ces réponses. Évidemment, vous comprenez aussi, j'ai ramené un aspect de l'information, il faut que ce soit là rapidement. Donc, en fin de mois, les données, il faut que ça sorte vite parce qu'on va en parler tantôt un peu des enjeux qu'on avait puis qu'est-ce qu'on a réussi à faire. Donc, vous n'avez jamais entendu la presse en disant, ben, on n'a pas pu sortir d'article parce que les données immobilières ne sont pas disponibles au Québec. Exactement, parce que c'est ça qui est un des enjeux. Il faut que les chiffres soient publiés rapidement aux différents médias. C'est peut-être plus RDI que RDS, c'est ça, mais il reste que... RD, excuse. C'est ça. Mais c'est tout publié, puis rapidement, il faut que ça soit. Puis comme tu dis, il y a tout le temps des questions, là, hein, à tous les jours. Tabarouette, c'est quand même beaucoup. OK, c'est bon, mais c'est... Ça vous donne une idée parce que je pense que c'est toujours important de comprendre, le contexte, mais après ça, avec quoi qu'on parle? On parle de BI dans un domaine, ça veut dire quoi exactement? Puis je dirais, je suis chanceux, j'explique pas de se rendre sur la Lune ou sur Mars avec une raquette. On parle de l'immobilier, tout le monde connaît un peu ça. Oui, exactement. C'est connu. Ouais. OK, je vais avancer. Oui. OK. Puis, ça reporte, c'est ça que j'aimerais à ce moment-ci, César. Reportons-nous là, avant la prise de décision d'aller vers les services Azure de Microsoft, c'est la thématique d'aujourd'hui. Puis, est-ce que tu peux comme nous dépeindre le portrait là, de la situation avant la modernisation? Puis, c'était quoi l'état des lieux? Puis donc, comment aussi Centris a approché la modernisation? Bien, je vous ai expliqué un petit peu la situation quand on a pris la décision. Bien, il faut moderniser, on n'a plus le choix. Là, vous comprenez tous les enjeux en arrière. Donc, quand je veux parler d'erreur de traitement des délais, vous allez comprendre que c'était quand même un enjeu important. On avait un système BI qu'on avait mis en place environ 2010. Évidemment, c'est un projet BI comme dans le temps. Ça a pris 1 an, si pas plus. Je m'appelle 12 ou 14 mois. C'est quand même un gros projet avec beaucoup de ressources. J'ai oublié de mettre sur mute celui-là. Beaucoup de ressources impliquées. Dans le temps, c'est une solution avec ProClarity. Donc, pour ceux qui connaissent l'outil. Donc, la solution, il a fait ses épreuves, mais c'est juste que ça faisait 7, 8, 9 ans, puis il a commencé à être assez désuète. La problématique était justement que le produit de Microsoft était ProClarity, il n'était plus supporté. Je pense qu'il avait fini le support 2015, 16 dans ce coin-là. Donc là, si tu avais des choses à faire, tu ne peux pas trop y toucher, puis il n'y avait plus de support. Après ça, l'installation qui était dans le temps, de point de vue opérationnel, apportait des risques, des systèmes d'exploitation. Puis comme tu ne peux pas toucher à la solution, tu ne peux pas la migrer vers un serveur plus récent ou moderniser au moins l'infrastructure en arrière. Oui, on a réussi à la virtualiser, mais c'est à peu près la seule chose qu'on pouvait faire. Puis justement, après 8-9 ans, vous connaissez même votre téléphone, après 2 ans, il est trop lent. Le système commençait à être lent. Il y avait des erreurs, c'est des bugs dans le plateforme, puis il n'y a personne qui le corrige. Microsoft ne le corrigeait plus. Puis surtout, pour nous, l'impact, le fait qu'il y avait des délais. Donc là, quand on dit qu'il faut produire les données dans à peu près 24 à 48 heures, mais là, des fois, on commençait à arracher un petit peu. On sortait 72, mais parce qu'on a repris le traitement, parce que là, ça n'a pas marché le premier du mois, dans la nuit du premier du mois. Donc, c'est un peu, encore une fois, c'est un système de BI. On ne partait pas de zéro, on l'avait été mis en place, mais il a fait quand même son chemin. C'était le temps de le changer. Effectivement, c'était des bonnes raisons justifiant là, de commencer à penser à moderniser. C'était des bons incitatifs. Oui. Je vais expliquer un petit peu le contexte, où est-ce qu'on était, parce que je pense que la réalité de tout le monde, au moins que vous me dites différemment, peut-être chez vous c'est mieux, mais d'habitude, on gère un panoplie d'outils, puis donc c'est pas le seul à devoir moderniser, mais qu'est-ce qu'on fait quand, lequel, donc il y a toujours à prioriser les projets. Pour nous,
devoir refaire le BI, en fait, s'y pencher là-dessus, ça venait dans un contexte, ça faisait quelques années qu'on avait pris une stratégie, une transformation digitale des TI, puis même une transformation organisationnelle. On s'est dit, avec le temps, on gérait des serveurs pour pouvoir offrir tous ces services, mais on s'est dit, on est une petite équipe, mais en 45-50 au Québec, c'est quand même une moyenne, c'est pas une petite, mais quand même, nos ressources, on voulait le dédier pour amener de la valeur pour les courtiers, tout ça, pas nécessairement à gérer de l'infrastructure, entre autres. Donc, ça venait dans un contexte, ça faisait depuis 2015-2016, on avait déjà pris l'approche, puis je l'appellerais pas cloud, mais surtout as a service. Donc, on est passé à travers tous les services qu'on offrait, que ce soit services de base, à la limite le courriel pour les employés, jusqu'à système de BI, CRM, tout ça. Puis on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour qu'on soit bien assez pour le futur? Donc, on laisse les spécialistes gérer. On n'a pas besoin d'avoir de l'infrastructure pour supporter ces services-là. Notre core, c'était vraiment de la valeur qu'on ajoute sur les données. Donc, on était dans cette transformation digitale puis en même temps, on faisait le CRM, on faisait le NAV, on migrait toutes nos applications dans Azure. On se dit pourquoi pas commencer le BI, mais lui, on était forcé parce qu'il il présentait des risques. Mais donc, on était dans ce mindset-là quand on s'est dit, mais il faut faire quelque chose avec le BI. Donc, notre stratégie, en partant, on se posait la question, est-ce qu'on fait simplement un upgrade ou on va regarder pour d'autres solutions? Puis la réponse était venue vite en disant, mais ça fait tellement longtemps qu'un upgrade, ça ne veut rien dire. Même si on change le système, il va être complètement différent. Donc, notre approche, c'était, ben, on sort sur le marché, on regarde ce qui existe, puis on se posait toujours deux questions, ben, de choisir quelle solution, puis d'avoir un partenaire, parce qu'encore une fois, ça vient dans notre stratégie de dire, on laisse les experts gérer ce qui est aux experts, puis nous, on va amener la valeur ajoutée. Donc, on cherchait des solutions, des partenaires dans un contexte où on migrait plein de choses. Puis évidemment, la solution, si je regarde pour l'instant, si je prends le premier point, le choix de la solution, OK, il fallait que la solution fit dans l'écosystème. Donc, nous, on est un shop Microsoft à la base, puis même au-delà de ça, les employés étaient habitués avec des outils Microsoft. On était dans Azure pour nos applications parce que on est un shop développement en même temps. Donc, on migrait le CRM, on avait déjà fait le choix du CRM, on était dans Dynamics. Donc, on se dit, mais la solution qu'on choisit, il faut que ça fit parce qu'il n'y a pas de solution qui est isolée en soi. Il y a toujours des communications, des envois, des transferts des données. Il fallait qu'il fit là-dedans. Donc, on partait avec ça en tête. Puis, évidemment, on se dit, mais on a besoin d'un partenaire qui va nous amener plus loin que oui, là, on migre, mais on s'assied pour le futur. On sait qu'un système de BI est là pour des années à venir. Ce n'est pas quelque chose que tu vas changer l'année prochaine. Donc, avec ça en tête, mais on s'est mis dans un mode choix. Donc, mais en fait, on a fait un démarchage un peu. On a regardé, moi, j'ai fait 2-3 salons BI de suite pour voir un peu où est-ce que s'en va le BI. J'étais content d'apprendre, puis j'ai en tête 2017-2018, on voyait que les projets de BI ont changé. On avait tous peur on embarque-tu encore une fois dans un gros projet d'un an? Je dis, ça me tente comme pas. Mais j'étais content de voir que l'agilité était rendue dans le BI, puis que pas mal toutes les compagnies qui offraient des services là-dedans, on dit, mais regarde, on va aller de façon agile, on va aller plus pointu, évidemment. Chaque entreprise a un peu son approche. Donc, de point de vue, dans ce qu'on embarque, on voyait qu'on pouvait, ça faisait du sens pour notre agilité, on pourrait aller plus vite. Évidemment, on a regardé des solutions, des grosses à petites, parce qu'on se dit, on a quand même une quantité de données, puis on veut en mettre plus, puis on va voir un peu dans la vision. Donc, on a regardé le SAS de ce monde, ou SAS, je ne sais pas comment vous le prononcez, mais à Oracle, mais on a regardé Tableau, on a regardé Click, donc on se dit, qu'est-ce qui fitterait dans notre écosystème? Dans notre écosystème de 1, qui nous permettrait de traiter les données qu'on a puis qui nous positionne pour le futur. Donc, dans le choix de solution, c'était un peu la réflexion qu'on avait autour, puis on a fait notre grille de sélection, puis on s'est mis des avantages, désavantages, les pros, les contre, puis on s'est aligné. Donc, avant d'aller plus loin, on se dit, bien, on va décider sur la solution, au moins qu'on a un alignement. On va le valider après, mais on va avoir un alignement. Puis après ça, mais avec quel partenaire pour
comme je dirais, pouvoir se positionner pour le futur. Donc, c'était un peu notre réflexion. Puis comme je dis, ça venait dans un temps d'évolution. Évolution, on avait plein de choses qui s'est passé. Mais au moins, on avait une vision. On savait où est-ce qu'on s'en allait, puis il fallait que la solution fit, puis qu'elle suit. Donc, de là, nous, ce qu'on avait fait, on a fait notre choix. Puis là, c'est là que j'ai rencontré un peu Faction 1, puis ça, dans les salons, puis tout ça. On cherchait aussi un partenaire. On regarde toujours ce qu'on appelle le fit d'entreprise. Il faut que ce soit un partenaire à peu près de la même taille, de la même agilité, du même mindset qui va nous accompagner parce que c'est trop gros, ben peut-être c'est pas bon pour nous, c'est trop petit encore, c'est pas bon pour nous parce qu'on est quand même assez sérieux, ben, je dirais sérieux, assez important comme taille. Donc là, on s'est dit, on voulait voir du partenaire pas seulement dans quoi qu'on embarque, qui nous fasse une estimée, mais aussi on voulait avoir l'approche parce qu'on sait que l'approche de projet est importante pour t'amener au bout. On voulait savoir est-ce que puis je pense que je demandais à 2-3 firmes de mémoire avoir une soumission qui me donnait l'estimé de l'effort pour le besoin qu'on avait pour une première phase, puis on va parler des phases tantôt. Puis aussi, mais je voulais voir l'approche de projet. C'est quoi la méthodologie qu'ils vont utiliser pour se rendre? Parce que nous, on y croit vraiment beaucoup à la gestion de projet, à la saine gestion de projet pour nous amener au bout. OK. Écoute, c'est super, César, parce que, tu sais, aujourd'hui, ben, je pense que les choix, c'était des bons choix qui ont été faits. Puis, tu sais, le positionnement a été, je pense, bien fait parce que, bon, pas juste pour le partenaire que je parle, mais pour la solution. Tu sais, la gestion des données dans le nuage aujourd'hui, ben, on peut le constater, là, c'est toute nouvelle initiative, pratiquement, démarre par défaut dans le nuage. Et on voit de plus en plus, pas juste pour le BI, mais même pour tous les autres types d'applications qu'il y a dans l'organisation maintenant, que ce soit le CRM, que ce soit tous les outils de collaboration. Et surtout dans le contexte de la pandémie, on a vu comme c'était clé d'avoir des solutions dans le nuage. Donc, non, c'était des bons choix parce qu'on le voit que c'est tout là que ça s'en va avec l'écosystème complet aussi. Donc, non, c'était des bons choix. OK, parfait. On reçoit des questions, mais j'ai une question aussi de Johan, mais Johan, on va l'adresser, ta question, dans 2-3 slides par rapport à la cible technologique. Ça fait que je retiens, soit là tout à l'heure, Johan, mais on va répondre. Si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas. Fait que sur ça, j'aimerais peut-être juste demander je pense que je vais avancer la slide ici. Oh, OK. Michel, toi qui as été un acteur clé là, depuis le début, dans le passage du BI vers Azure, quel parcours, là, puis on avait discuté, mais quel parcours ou démarche de livraison qui a été suivi là, pour encadrer la réalisation du passage vers Azure? Tu peux en parler de ça, Michel? Bien sûr, bien sûr. C'est ça, il disait une approche de livraison qui était très importante pour lui. Mais on a une approche, nous, une démarche itérative, comme on voit sur le diagramme. Là. Alors, on a en réalité deux blocs d'activité. Alors, une itération d'avant-projet qu'on fait tout le temps. Et on a un autre bloc d'activité qui est le bloc d'en bas, qui est l'itération 1. Alors, c'est une démarche qu'on utilise dans tous nos projets, puis je pense que ça fait sa preuve. Alors, l'itération d'avant-projet, qu'on appelle aussi une itération 0. Alors, c'est la façon qu'on fonctionne. Alors, l'itération d'avant-projet, on va en parler. À quoi ça sert? Ça sert à définir l'architecture cible de la solution, puis de confirmer la portée de l'itération 1. Alors, c'est très important. Avant de commencer une itération, on fait ça. Alors, si on regarde chacune des pastilles, alors, l'identification, confirmation des besoins, en gros, c'est qu'on fait des ateliers de travail avec les gens d'affaires et c'est là qu'on revoit les différentes analyses qui sont désirées. On parle de mesures, d'indicateurs, ceux qui ont le plus de valeur pour les gens d'affaires. On revoit les méthodes de calcul. On discute aussi au niveau des préférences de consommation. Alors, comment les données vont être utilisées par les gens. Et à la fin de ce bloc-là, on regarde les priorités. Alors, c'est quoi qui est prioritaire pour partir une première itération? Dans le cas de Centris, on avait parlé
des sujets d'affaires, on a parlé du résidentiel, tout ce qui touchait le résidentiel, tout ce qui touchait le commercial, le locatif. Alors, on s'est entendu avec les gens d'affaires que c'était vraiment la portion résidentielle qui était la première chose à partir. Exactement. Puis rappelez-vous le contexte. On était dans un contexte où on avait des risques opérationnels, puis on se dit, dans une première phase, on veut amener le système dans la nouvelle solution moderne. Évidemment, avoir des quick wins, peut-être qu'on va en parler tantôt, mais pour nous, ça nous a aidé de voir, parce que vous vous rappelez, on a choisi de point de vue conceptuel la solution, mais l'itération d'avant-projet, pour nous, Centris, c'était que ça va nous confirmer est-ce que ça va marcher ou non. C'est pour ça que c'est important de voir le besoin, puis de revoir l'architecture pour voir est-ce que notre choix qu'on avait fait elle tient la route. Puis après ça, évidemment, planifier le premier scope, puis la première phase, puis avoir d'autres phases d'après. Donc, pour nous, la première étape, quand je parlais d'avoir une soumission ou le parti du projet, c'était vraiment celui-là. Puis vous voyez là-dedans, donc c'est que la définition que la solution marche, puis avec les étapes que ça prend, puis le découpage, qu'est-ce qu'on fait à quelle étape. C'est ça, parce que rapidement, c'est ça, une itération d'avant-projet comme ça, c'est fait rapidement. Excusez. Et ça donne le portrait suffisant pour passer à l'étape suivante. Et c'était bien quand même assez clair, la première itération qu'elle devait adresser chez Centris, ce qui était dans la solution actuelle, il fallait pratiquement sortir ça de là pour l'amener dans la nouvelle solution. Mais tout ça en établissant l'architecture cible, puis de transition pour savoir quels vont être les premiers livrables utilisables par l'utilisateur. Donc, ça a été bon. Okay. Puis peut-être parler aussi de l'architecture, de la cible technologique à ce moment-ci, Michel, aussi. Oui, la définition de l'architecture, la deuxième pastille, en réalité, c'est ça. On définit l'architecture cible. On parle de sources de données, très important. On parle de structure, liaison de données, stratégie de rafraîchissement. On définit aussi le mouvement des données, c'est très important aussi. Les outils et les composantes qui ont été utilisées, alors on s'en va vers quelle composante Azure? Alors c'est là qu'on a positionné. Ça. On va voir dans la slide suivante c'est quoi les choix qui ont été faits. Et on produit un document d'architecture de solution. Alors ça, c'est le deuxième pastille en haut. Je pense que j'avais avancé trop vite d'abord. Oui, la planification de l'itération. OK. Planification d'itération, on parle de la portée, des phares, calendrier, démarche, responsabilité. Et après ça, une fois que ça c'est décidé, on fait l'itération. Alors, tu es rendu sur la... Il y a plusieurs itérations, évidemment, qu'on fait, mais l'idée, c'est toujours d'avoir des livraisons fréquentes et rapides pour apporter de la valeur à ça. Oui, on parle en général d'une livraison, une itération standard de 4 à 6 semaines. La première itération est toujours un peu plus longue parce qu'on a l'infrastructure à mettre en place. Alors, on parle d'à peu près 6 à 8 semaines pour une première itération et après ça, on essaie de casser ça dans les itérations de 6 semaines. Pour la cible technologique maintenant. OK. Alors, la cible technologique, alors si on regarde au niveau des services Azure, qu'est-ce qui a été décidé? Alors, on y allait avec le Data Factory, qui est l'orchestrateur. Après ça, on y va avec le Data Lake. SQLDB, on avait le choix entre SQLDB ou SQL Data Warehouse. On a choisi SQLDB. C'est celui qui va, en réalité, contenir toutes les différentes couches de staging, d'entrepôt de données, de comptoir de données, tout ça. Et on a décidé aussi le choix était vers Analysis Services. Ça, c'est au niveau des services Azure. Au niveau des couches d'architecture, il y a plusieurs couches. Alors, l'information passe d'une couche à l'autre. Alors, la couche d'intégration, alors l'information est extraite des systèmes sources et est envoyée dans cette couche-là, dans le Data Lake. Après ça, on a la couche de stockage. L'information est prise du Data Lake, est envoyée dans l'entrepôt de données via un staging. Après ça, tu as la couche analytique, qui est le comptoir de données, qu'on appelle aussi un data mart, et il y a aussi le cube et aussi la consommation de données, la couche de consommation de données qui est l'outil Power BI. Il faut dire aussi que c'est toute l'information qui est amenée dans l'entrepôt de données, qui est amenée dans le comptoir de données. Alors, on amène en général pas mal tout dans l'entrepôt de données, mais on restreint au niveau du comptoir de données seulement qu'est-ce qu'on a besoin dans la couche de Power BI pour cette itération-là. Exact. Puis pour nous, un enjeu de l'ancien système BI, c'est que dans l'entrepôt de données, on n'avait pas toutes les données. Donc, pouvoir le ramener à la couche de consommation, mais il n'était même pas à la source. Donc, on avait profité, on s'est dit depuis le début,
oui, à la consommation, on va amener dans phase itération 1, qu'est-ce qu'on avait avant, mais dans l'entrepôt, on va déjà amener toutes les données. Ça va être plus facile après ça de faire, tu as juste à faire les étapes, mettons 2, 3, mais tu n'as pas l'entrepôt contient toutes les données. Ça, c'est un enjeu pour nous parce que nos analyses de marché, ils se faisaient poser des questions, mais ils disent, j'ai même pas la valeur, le paramètre dans mon, que je puisse l'analyser. Mais je dis, oui, mais il n'est même pas à la source. Donc, on se dit, on a fait ça de façon intelligente. On se dit, regarde, on met les bases solides, puis après ça, ben, quand vous voulez, mettons, ramener des. Puis c'est un peu ça les itérations qui vont suivre, là, 2, 3, 4. Mais les données sont là, mais remonter plusieurs choses dans la couche analytique jusqu'à la consommation. C'est ça. Peut-être qu'on peut prendre la question que Johan posait. Il disait, Centris utilise des rapports Power BI pour l'interne de l'entreprise que le client ne voit pas. En fait, je vais expliquer un peu, parce qu'évidemment, la solution, quand on l'a regardée de A à Z, comme je disais, chez Centris, on gère le BI, mais on ne l'exploite pas nécessairement. C'est le département d'analyse de marché de la PCIQ qui va jouer avec ces données-là. Mais on s'est posé la question, puis évidemment, le subject matter expert, pour mettre du bon anglais, c'est eux. Bien, on s'est dit, OK, on change de système, mais comment vous allez l'utiliser? Avant, c'était... puis c'était encore possible parce qu'on a répliqué ça, mais c'est du Excel, puis après ça, beaucoup de manipulations, de choses manuelles pour amener à des outputs visibles pour les courtiers. Mais actuellement, oui, il y a des dashboards en Power BI. Donc, quand je parlais de Charles Dante des règles mieux, le matin, en fait, le département, quand ils se réveillent, leur travail, c'est ils se connectent dans Power BI. C'est là qu'ils vont faire leur analyse. Après ça, évidemment, quand je parlais des tableaux de bord, des baromètres, mais ces outputs-là sont utilisés pour produire des données consommables à l'extérieur de l'entreprise, mais eux, ils travaillent par le Power BI. On s'est entendu avec eux, on se dit, aurait pu être tableau, aurait pu être clic qu'on branche là-dessus, parce que dans l'architecture, on se posait la question, si avec le temps change, qu'est-ce qu'on peut brancher là-dessus? Mais leur choix, c'était Power BI. Je pense que pour eux, ça faisait l'affaire. Parce qu'ils pourraient intégrer des données externes aussi. On va y revenir, je pense. Là, il y avait aussi la possibilité, en fait, il y a des visuels Power BI aussi qui sont rendus publics. Là. Oui, bien ça. Oui, c'est ça, il faut faire attention quand je dis public, mais pour les courtiers, parce que moi, j'ai comme un peu 3 bulles, donc employés, si on veut, courtier et public. Donc, que ça sort des employés, pour moi, c'est un peu rendu public. C'est des courtiers ou le public en soi, c'est juste une question de volume. Combien de personnes qui vont voir ça, puis c'est l'infrastructure qu'il faut que tu suives. Ouais. OK, c'est bon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'espère que ça répondait à la question de Johan. Je pense que ça répondait. Johan, si ça ne répond pas, laisse-nous le savoir. Facteur clé du point de vue de Centris. César, tu pourrais-tu encore, je me tourne vers toi, César, du point de vue de Centris, quels ont été les facteurs qui ont venu contribuer positivement au succès du passage vers Azure? Oui, comme je parlais un petit peu tantôt, c'est qu'on ne voulait pas réembarquer dans un gros projet de 12 à 14 mois à 20 personnes pour livrer donc de la valeur dans 14 mois. On avait comme un objectif de livrer vite. Puis pour nous, une approche agile, c'était un must, puis itératif pour pouvoir découper. Puis je pense que la méthodologie qui était proposée, qui a fité avec notre terrain, on a tous une idée du projet avant même de le commencer, de comment on veut s'y prendre, parce qu'on connaît notre organisation, on sait comment on fonctionne mieux. Ça, quand tu regardes le partenaire, est-ce qu'il fit dans notre modèle? Parce que s'il y a des disconnects après ça, il y a toujours des bonnes raisons pour ne pas livrer à temps. Mais donc, la méthodologie, ça a fité avec nous, puis ça a amené le bon résultat. Mais je pense que la méthodologie est bonne, c'est bien suivi. Donc, c'est ça que moi, l'aspect la gestion de projet, on faisait des appels de gestion de projet, de rencontres à chaque semaine. En plus, il y a des problématiques, on se parlait plus souvent. Donc, le suivi serré du projet en soi, c'était un clé du succès, mais c'était aussi la gestion serrée de la portée. Si vous êtes comme chez nous, bien, évidemment, nos clients finaux, quand je parle d'analyse de marché, eux, ils ont plein d'idées quand ils ont vu on change le système, mais d'un coup, tous leurs vœux voulaient que ce
saucer d'un coup. Mais là, on dit attention, attention, attention. C'est quoi l'objectif de la première portée, de la première itération? On a dit qu'on fait ça. S'il y a des choses qu'on peut mettre qui n'impactent pas l'objectif final pour que ça va nous donner du leverage après ou des quick wins, on va le mettre, mais il faut se tenir parce que sinon, on risque de le voir plus tard, puis en attendant, peut-être qu'on ne peut pas sortir les chiffres dans quelques mois. Donc, gérer la portée, puis ça vient un peu avec les attentes des intervenants. Encore une fois, les analystes de marché sont pas nécessairement sont des gens très analytiques, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils connaissent l'informatique, les challenges des projets informatiques et tout ça. Donc, je pense que la clé, c'était de se tenir à la portée, puis de gérer les attentes. Parce qu'après ça, le succès, c'est le client qui va dire oui, j'aime bien, on t'a rendu au bout avec ce que je voulais. Mais parce que si tu ne gères pas les attentes, là, il va dire ouais, c'est beau, ça marche, mais moi, je m'attendais à. Bon, il faut gérer ça. Donc, pour moi, toute cette partie de gestion des attentes, tout ça, c'était très, très important. Puis, je pense que. Oui. Ce que je comprends aussi de César, c'est vraiment comme de l'avoir découpé aussi, c'est toujours découper des itérations qui sont assez rapides et fréquentes et focusées, puis qu'on respecte aussi le focus, là, pas trop de s'éparpiller. Puis peut-être gérer un backlog aussi, gérer le carnet de commandes, puis dire, mais ça va être dans une prochaine itération tout le temps. C'est ça. Évidemment, la gestion de changement dans le projet est très importante. Puis, je pense que l'autre aspect qui nous a beaucoup aidé, les gens d'analyse de marché, mais il faut utiliser les forces de chaque équipe, right? Donc, évidemment, au niveau d'infrastructure, on avait les gens d'infra, mais au niveau de l'analyse de marché, d'expertise d'affaires, intelligence d'affaires, mais on avait une personne très technique dans Eric, pour ne pas le nommer, dans le groupe d'analyse de marché qui comprenait tous ces enjeux-là. Donc, on a mis les analyses de faction A avec la personne la plus technique chez nous, mais c'est là qu'on avait vu, pour moi, c'est la clé. On n'avait même pas, des fois, on faisait un statut, puis on disait, ah ben, il y a un problématique, oh, c'est réglé, on s'est parlé hier soir, c'était comme déjà réglé. Puis ça, c'est le fun de voir que la collaboration, il faut ouvrir ces channels entre les gens de détails, laisser se parler, puis il faut faire attention que ça clique, parce que si ça clique pas, c'est de là que les problèmes qui remontent, puis les projets qui dérapent. Donc, on était chanceux, je pense qu'on a trouvé une action, l'équipe a bien travaillé ensemble, on travaille un bon partenaire qui ça a cliqué avec l'équipe. Puis c'est toute l'approche, la stratégie avant qu'on choisit notre partenaire pour la solution que ça donne après ça un succès à la fin. Donc, je me rappelle encore, c'était quand même un projet, je pense que c'était 12 semaines, je pense, 3 mois qu'on a livré ça. C'est un des projets d'Europe, pas d'Europe parce que je pense qu'on choisit bien nos partenaires, mais des projets qu'on a livrés, puis oui, tu as toujours des surprises, mais on n'a pas dérapé. C'est ça. Maintenant, depuis que le BI est en production là, sur les services Azure, quels bénéfices que Centris pourrait résumer là, qui sont tirés là, par Centris par rapport à ça? Mais oui, de un, c'est qu'on est sur une solution moderne, puis on a choisi de la mettre dans Azure parce que ça fitait avec notre expertise au niveau de l'infrastructure pour pouvoir la gérer. Mais c'est surtout que la solution qu'on a mis là, il est flexible, puis on peut l'étendre à plus de besoins. Une fois que tu as quelque chose qui c'est le fun de travailler avec, mais on voit plein d'opportunités qui s'ouvrent. Donc, je dirais le premier bénéfice, puis j'essaie de me rappeler il y a quoi, un an, là, c'est le stress c'était hey, le BI, il faut que ça marche, puis le traitement qu'il prenait était rendu, il fallait que normalement qu'il finisse la nuit le matin du premier était rendu que ça finissait dans l'après-midi, mais rapidement vraiment de fin de mois, c'était le gain vite tout de suite. La journée J qu'on avait mis, je pense que c'était le 1er octobre l'année passée, on sortait le premier rapport du nouveau système, mais on voyait, ça prenait 1 heure, je ne m'en rappelle plus, peut-être 1h30, puis tu avais les chiffres qu'avant, on attendait jusqu'à l'après-midi, puis des fois, ça ne marchait pas, il fallait relancer, mais c'était à coup d'une journée à chaque fois, right? Parce qu'il fallait que tu attends 14 heures pour que ça se produise.
Donc, rapidité de traitement de fin de mois, ça, c'était le gain immédiat. Mais après ça, pour moi, c'est la fondation qu'on avait mis, le système qui est mis en place qui va nous permettre, puis on va peut-être parler un petit peu dans la vision d'amener d'autres sources de données, de répondre. On a déjà fait un avec le projet qu'on parlait tantôt pour une autre itération qui amène des données pour le public, les courtiers, le public, d'amener d'autres données pour pouvoir, les analystes, tout ce qu'ils veulent, avoir plus de données, plus de données, plus de données. Mais la solution le permet, puis même en arrière, je suis moins stressé. On était dans le cloud avec les composants qu'on a choisis sont scalable. Donc, je suis certain qu'au niveau de l'infrastructure, on va pouvoir répondre à la demande puis suivre sans faire des gros investissements ou de ramener des délais pour dire oui, mais je peux te livrer ça dans 3 mois parce qu'il faut que j'installe X nombre de serveurs. Je pense qu'en 2020, il n'y a pas beaucoup de monde qui qui veut ça. Exactement. C'est bon parce que c'est ça, c'est la flexibilité dans l'exploitation de données, puis l'agilité dans le traitement aussi des données. Hein, on en a parlé de l'élasticité dans le traitement, dans le stockage. Donc, ça vient, c'est plus facile de gérer tout cet aspect-là au niveau de l'infrastructure. Exactement. Rappelez-vous, puis on va voir, mais les données font juste qu'exploser. Ben, avant, tu avais à gérer des disques durs avec une capacité, mais là, tu as une data lake. Je pense qu'avant qu'on atteigne la limite d'Azure dans data lake, il va falloir qu'on achète Facebook puis, puis Twitter. C'est bon. OK. Au niveau de la vision, parce que le temps passe, c'est déjà 11h55. Juste parler brièvement, comment Centris ou comment toi tu vois la vision future du BI chez Centris? Oui, puis c'est à 2 niveaux. Premièrement, la vision du BI qu'on avait depuis le début, puis on va la continuer, mais justement, ce que je parlais tantôt, consolider, ramener d'autres sources de données. On a même d'autres produits, des statistiques qu'on sortait un peu à gauche, à droite, qu'on ramène dans la même solution. Ça, c'est ce niveau plus consolidation pour aider avec la gestion, puis qu'avoir toute l'information à une seule place. Mais le plus important, c'est qu'on veut faire encore plus des analyses prédictives. Je vais vous donner des exemples pour vous passer. Donc, pour vous placer, c'est qu'on a des métriques de Centris.ca, par exemple. Donc, on sait les consommateurs quel type de recherche qu'ils font dans un secteur spécifique, mais on veut colliger ça avec les ventes qui sont faites dans ce secteur-là pour pouvoir amener, par exemple, un investisseur immobilier qui dit « Moi, j'ai un terrain, je veux-tu bâtir un bloc à appartements, des condos où je fais un commerce, mais nous, on veut être capable de répondre à ça pour dire, voici ce qui est recherché dans ce coin-là. Voici, donc donner toute une image plus complète. Donc, pour moi, c'est là qu'on veut aller, d'être capable de faire des prédictions, de donner des réponses à des joueurs dans le domaine immobilier. Puis ça finit à la fin des produits à valeur ajoutée, que ce soit pour les courtiers, que ce soit pour les investisseurs, les banques, les assurances. Donc, on a vraiment le biais, ça nous a permis, puis on veut exploiter nos données, ils sont là pour, on dit toujours data is king, là, mais il faut exploiter pour que ce soit un roi, il faut que tu le reconnais, que tu le mets en avant, tu dis oui, j'ai une valeur là-dedans, il faut que je la sors. Puis l'autre volet qui risque d'impacter le BI comme impacte l'immobilier puis toute autre industrie, évidemment, on suit toutes les tendances du marché. J'avais déjà parlé à la tribune CIO l'année passée des tendances dans l'immobilier. Donc, le domaine en soi, puis j'étais avec Éric Charbonneau, le président, qui parlait de plus de le volet business, comment l'immobilier change avec des modèles d'affaires différents qui s'en viennent. Puis moi, je parlais plus un peu de technologie qui s'en vient. On voit l'intelligence artificielle, comme par exemple la reconnaissance des images. On est capable de vous dire si vous cherchez un cuisine avec une île avec du granit, mais vous pouvez faire une recherche, vous dites donne-moi des propriétés avec des cuisines similaires. Donc, ça amène des choix, des options assez intéressantes, l'intelligence artificielle. Puis, elle peut être appliquée au BI comme en général sur les données immobilières à gauche, à droite. Évidemment, l'Internet of Things, pensez-y un peu dans l'immobilier. Donc, là, vous avez tous probablement au moins un device smart device qu'on appelle. Il y a en moyenne, j'ai regardé les statistiques dans les passés, 3 à 5 devices dans une maison, dans une propriété. Mais toutes ces données-là pourraient s'en servir. Par exemple, on pourrait avoir les assurances sont intéressées pour voir est-ce qu'il y a eu des inondations, mais s'il y avait un détecteur d'humidité à côté
du chauffe-eau, ben, on va savoir quand ça brise pour ne pas avoir une inondation. Mais tout ça, ça génère beaucoup. Donc, moi, ce que je vois, c'est que comme partout, la quantité de données va exploser par des différentes sources, que ce soit de Internet of Things, que ça n'importe quoi. Puis le BI va pouvoir utiliser l'analyse d'affaires, pour ne pas utiliser un terme BI, comme ça dit à peu près la même chose, mais je le vois un peu différent, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de valeur, il faut aller la chercher, puis les moyens sont là. D'un côté, il y a des plateformes capables de gérer toutes ces données-là, puis après ça, tu as des outils à la machine learning, intelligence artificielle, qui pourraient aller au-delà de ce qu'un humain pourrait faire avant. Donc, c'est très intéressant comme je vais arrêter là, parce que sinon, on fait une autre rencontre juste là-dessus. Ben écoute, mais c'est excellent, puis bravo, César, parce que encore une fois, c'est une belle démonstration là, que l'entreprise comme Centris sont des entreprises de données, donc qui veulent faire encore plus d'analyses poussées et même bonifier leurs services par rapport aux données pour donner plus de services à votre clientèle. Hein? Puis donc, plus rapidement, des analyses plus poussées, plus complexes, toujours avec toutes les données puis l'intégration de données. Non, c'est bravo parce que c'est un beau domaine. Et on arrive à la fin, puis je pense qu'on a un petit peu défoncé, désolé, puis on a quelques questions, mais je pense qu'on va prendre les questions. On va répondre aux questions de façon différée à ceux qui ont posé des questions. Mais en fait, on a mis quelques liens de référence, là, si vous voulez en savoir plus, autant sur Centris, sur Azure, sur comment ça coûte Azure aussi. Donc, on a mis quelques liens de référence. J'avance rapidement. Donc, on essaie de partager rapidement le portrait d'une expérience vécue par Centris. Donc, évidemment, merci beaucoup. Je n'irai pas plus loin que ça, mais merci beaucoup, César, pour nous avoir partagé cette expérience-là. C'est grandement apprécié. Puis, si toutes les questions qu'on a reçues, qu'on n'a pas, enfin, on a répondu à une, mais avec le temps, avec l'hockey, on va répondre en différé à vos questions. Mais merci beaucoup, César. C'est très apprécié pour ce témoignage, en fait, puis ce partage aussi. Puis, OK, merci beaucoup aussi. Dommage qu'on n'a pas le temps pour les questions. Comme tu dis, on va répondre après. Donc, je suis disponible si jamais. Oui, les courriels aussi sont envoyés. Si vous avez des questions spécifiques aussi, après tout, n'hésitez pas. Ça me ferait vraiment plaisir de partager une expérience. Je sais qu'on est tous pris dans nos réalités, puis quand un projet comme ça arrive, on se pose beaucoup de questions, mais on est passé par là, donc si vous avez des questions, que soit précises sur le processus, notre stratégie, n'hésitez pas, ça en fait plaisir. Pour ceux qui me connaissent, je fais partie de l'exécutif de réseau Action TI, groupe d'infrastructure, donc je suis disponible, puis ça me fait plaisir de partager. OK. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, César. Merci, Michel. Michel doit être toujours là aussi. Donc, merci beaucoup de votre participation. Puis donc, vous allez recevoir un courriel qui vous donne accès à la copie de la présentation et demain pour l'enregistrement du webinaire. Et si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à la retourner en utilisant le courriel qui vous est envoyé. On pourra faire un suivi là-dessus. Donc, à la fin, je vais juste vous demander encore un petit sondage. Est-ce que ce webinaire vous a été utile? Donc, merci de prendre le temps pour répondre. Et ça rentre. Merci beaucoup. Donc, ceci conclut notre webinaire aujourd'hui. Un gros merci pour votre participation. Et surtout, faites attention à votre santé et à celle de vos proches. Merci encore. Bonne journée à tous et toutes. À bientôt. Merci. Bonne journée.